Tout le monde ici sait que celui qui a découvert la mosquée du Congo, c'est qui? Oui. Point. Mais on ne vous dit pas que Dieu Kokao, dans sa deuxième expédition, est venu avec une armée d'esclavagistes, avec des armes substituées aux Congolais. Il a amené des prêtres catholiques, n'est-ce pas? Et il est venu instituer le commerce. Donc le malheur de notre pays commence par là. Non, ne réfléchis pas. Toi et finance, toi et finance, toi et finance, toi et finance. Vous pensez que quelqu'un qui crée un État pour ses intérêts, il tient compte de vos cultures ou de vos valeurs? Peut-être non, parce que c'est sa chose. Voilà pourquoi Léopold II s'était fait une propriété privée. Et en tant que propriété privée, en se construisant cet État, il crée même un système économique adapté à ce type d'État. Il crée des systèmes routiers adaptés aux objectifs de cet État. Toutes les routes sont des routes qui amènent vers la sortie des minéraux. Ce ne sont pas des routes qui désenclavent la République. Ce ne sont pas des routes qui viennent accorder un coup de pouce pour une économie florissante. Non, mais comment faire parvenir les produits exploités au Congo en Belgique? C'était ça l'objectif du génie créateur Léopold II. Est-ce qu'on peut dire qu'il avait créé un État, il avait fondé un État sur lequel nous, générations présentes, devons compter? Peut-être pas. Les systèmes d'enseignement, c'est un système adapté à l'image du créateur. Pour preuve, on vous dit que si vous voulez manger avec nous, ou si vous voulez être considéré, on doit vous donner une carte d'immatriculé, ou encore vous considérer comme évolué. Évolué, c'est-à-dire l'indigène qui pratique les us et coutumes du colonisateur. Autrement, si on vient chez toi, tu ne portes pas les culottes blanches, chemises blanches, chaussettes et consorts, vous n'êtes pas évolué. À ce moment-là, vous n'avez pas de valeur. Comme pour dire, on nous a tout pris, ou carrément, on nous a aidé à anéantir notre propre culture pour nous imposer la leur. Est-ce que avions-nous besoin de culottes blanches pour être humains? Peut-être pas. Mais on nous a imposé ça. Et puis c'est resté dans nos cerveaux. Quiconque aura bien mangé, il dit j'ai mangé comme un blanc aujourd'hui. C'est une aliénation. Est-ce qu'on peut fonder un État sur ces genres de bases? Peut-être pas. Ça pose de sérieux problèmes et plus grave encore, lorsqu'on vous donne l'indépendance, on n'a pas de texte constitutionnel qui tire ses origines de nos réalités et de notre culture. Encore que ça devrait tenir compte de notre histoire. Mais on vous dit, oui, vous êtes devenu république, comme vous n'avez pas la constitution, nous vous prêtons une loi fondamentale. Alors que c'est une constitution qui régit la Belgique. Dans notre temps, la Belgique est un royaume. Comment une constitution qui régit un royaume va régir une république? Est-ce que ce n'était pas on n'est pas encore revenu au bon sentiment pour nous poser des questions si nous avons un État? Est-ce que nous avons créé un État à nous ou un État s'identifiant à nous? À ce débat-là, les avis sont très partagés. Les grands savants, je vous ai parlé du professeur Émile Boumi, il dit d'un État bébé à un État congolais responsable. Ah, il vide ma pensée pour dire, petit, bien que tu penses qu'il n'y a pas d'État, mais il y a un État. Mais cet État est bébé. Et bien d'autres auteurs, professeur Guillaoun vous dit, c'est un État, oui, mais au monopole éclaté. Comme pour dire,
ça corrobore avec la pensée de Max Weber, qui voudrait dire que l'État, c'est celui-là, c'est cette entreprise qui revendique pour son propre compte les monopoles de violence physique légitimes. Mais est-ce que c'est l'État seulement qui se donne les leaks de violer les droits physiques, de violer tout ce qui va avec le droit de l'homme? Non. Les camionnaires, les criminels, tout le monde le fait, non? Voilà pourquoi le professeur Guillaume nous dit que c'est un État, mais un monopole éclaté. Mais il y a d'autres chercheurs qui ont beaucoup plus qualifié, en tout cas un peu plus au mauvais sens, bien que les contextes justifient un État en faillite. C'est comme le professeur Kamana qui vous parle d'un État, d'une société imbécile. Bon, il reconnaît d'abord l'existence d'une société, hein, mais que cette société est imbécile. Vous connaissez un imbécile, non? Voilà. Dans sa pensée, cette société se comporte comme un imbécile. Il y a Donald Trump qui dit en 2017, État voyou. Il qualifie un bon nombre d'États ne partageant pas la philosophie occidentale et surtout à l'américaine, dont l'Iran, l'Irak, le Cuba et bien d'États. D'où vient l'État voyou? Bon, ça reste toujours un État, mais celui-ci est voyou. Comme pour dire, moi aussi, j'accepte les pensées des grands maîtres, des chercheurs qui estiment que oui, il y a des problèmes, oui, mais ça ne vide pas de toute sa substance l'existence de cet État. Parce que, mais basant sur la pensée de Jean-François Bayard, qui a estimé qu'en Afrique, les politiciens ne font que la politique du ventre. Tout politicien, tout gestionnaire qui arrive à la tête de la République et de notre pays a changé la Constitution. Bon, est-ce que c'est pour leurs intérêts particuliers ou c'est pour les intérêts de la population? Mobutu dit, la loi fondamentale là, c'est pas bon. En 1967, on crée une constitution. Laurent Désiré avait dit, toi tu peux partir. Il y a un décret loi qui va gouverner la République. Les hommes qui se partagent la République de 1992, la guerre d'agression, qui a fini par un accord intercongolais, dialogue intercongolais, on dit non, il faut un acte de transition. Les décrets de loi de Laurent Désiré là, ça ne s'adapte pas. Et quand Kabila prend l'affaire, il dit non, l'acte de transition là, c'est pas important. Aujourd'hui, les débats refont surface, comme pour dire, l'histoire ne se répète pas. Enfin, l'histoire se répète, mais les acteurs ne se répètent pas. Aujourd'hui, c'est le président Tshisekedi qui vous montre l'avantage du changement ou de la révision de la Constitution. Est-ce que doit-on tout de suite dire non, il n'a pas raison? On ne peut pas. Il faut évoquer des indicateurs objectivement vérifiables. Alors, parce que nous parlons de la stabilité, l'implication et la stabilité en Congo du pouvoir, il ne pourrait pas y avoir stabilité du moment où il y a des variables qui feront défaut. On est arrivé à distinguer trois types de justice. Donc, notre justice fonctionne à triple vitesse. Il y a une justice pour les gens qui détournent l'argent. Il y a une justice pour les délits d'opinion. Donc, si tu n'es pas pour le régime, il y a une justice appropriée. Et puis, il y a une justice ordinaire. Ce sont les gens qui s'insultent, les gens qui se battent, les criminels et autres. Et alors, partant de nos observations, nous nous sommes rendus compte que la justice portant sur les délits d'opinion est trop efficace. Vous voyez que quiconque plaque avec le pouvoir, sa place est de l'autre côté. Hein. Quiconque viole, tue ou fait ceci, en tout cas il est arrêté. Hein. La justice fait souvent son travail. Mais pour les gens qui volent l'argent, la justice ne fonctionne pas. Comment voulez-vous qu'il y ait stabilité dans ce contexte? Parce que ça a des implications négatives sur la justice
distributive. Quelqu'un qui a volé des millions, vous pensez que les autres auront quelque chose? Non, ça va créer des frustrations dans la société. Ça va créer des problèmes sérieux. À ce moment-là, il y aura instabilité. Ça ne va pas être possible que nous puissions construire une république sans qu'il y ait justice distributive. Étant congolais, nous avons droit au partage, même pas équitable, mais de manière raisonnable des ressources qui sont nôtres. Ce ne sont pas un patrimoine d'un camp ou encore un patrimoine d'un individu. C'est pour nous tous. Mais du moment où il est mal partagé, c'est alors que la République est en danger. Je devrais encore parler parce qu'il a tout dit, il a tout compris. Il a tout compris dans ce sens que si nous continuons à répéter ce que les autres ont dit sur nous, nous allons continuer à naviguer en rond. Il faut donc que la nouvelle génération de politologues, de sociologues, des anthropologues, d'économistes, n'est-ce pas, construisent des idées nouvelles pour un Congo nouveau. Les idées qui ont déjà vieilli, comme moi, n'est-ce pas, devraient être éradiquées pour être remplacées par des idées neuves. Alors, sur la nature du pouvoir au Congo, c'est un sujet important, n'est-ce pas, mais saisi de manière très différente. Ce sont des questions pertinentes pour lesquelles nous nous laissons entraîner par la pensée des autres. Or, lorsque vous étudiez les phénomènes politiques par des méthodes juridiques, je cesse de le répéter, je dis toujours à mes étudiants que vous êtes des politologues et pas des juristes, vous allez entrer dans une métaphysique, n'est-ce pas, où vous allez commencer à discuter sur des articles qui ont été écrits sur base de philosophies étrangères, n'est-ce pas, vous allez vous perdre. Et le tort de notre pays, c'est que nous avons trop discuté juridiquement dans ce pays. Constitution, loi, patati patata. Ça nous a perdu du temps pour rien. Alors, si vous suivez aussi la littérature des Blancs, ils vous disent toujours que c'est par notre faute que nous ne nous développons pas. Parce que nous sommes incapables, parce que nous sommes des Noirs, nous ne pouvons pas comprendre comment nous ne voulons pas faire comme eux. Et nous-mêmes aussi, formés par eux pour être ce que nous sommes, c'est-à-dire des universitaires et non des intellectuels. Au lieu de réfléchir, nous nous mettons dans leur logique, nous commençons à nous condamner, n'est-ce pas, à nous battre entre nous. Alors, il faudrait que nous commencions à voir les choses autrement. Regardons ce qui se passe, observons et à partir des observations, tirons nos conclusions, formulons nos propres théories. Parce que sinon, nous sommes à la merci des marchands du développement. Il suffit de voir un petit blanc arriver, n'est-ce pas? Il vous apporte des idées de développement, tout le monde les suit. Olivier de Sardin a dit, tout le monde les suit, etc. Oubliant que c'est un colonialiste, n'est-ce pas? C'est un coopérant qui écrit pour l'intérêt, n'est-ce pas, de sa communauté. Alors, ici chez nous, le prof D'Angelo l'a dit, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons un État à nous? C'est une question extrêmement importante. Parce que je voudrais vous dire que l'État que nous avons actuellement, c'est l'État léopoldien. C'est-à-dire que c'est l'État... Léopold II, n'est-ce pas? Qui a créé un État. Et en créant cet État, il avait des objectifs précis. Quels étaient ces objectifs? C'était de sauver le peuple congolais. Je vous informe que sous Léopold II, le Congo a perdu près de 10 millions d'habitants. N'est-ce pas? Le but du colonisateur, des conquérants européens, c'était de venir. Ils s'emparent d'une terre, n'est-ce pas? Et
il a servi les hommes pour exploiter les richesses, n'est-ce pas, qu'il peut exploiter sur ces terres-là. Et après Léopold II, il y a eu la colonisation. La colonisation belge qui a hérité, n'est-ce pas, du Congo, qui a hérité le Congo de Léopold II, voulais-je dire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle systématise l'exploitation. Le prof Tandjolo l'a dit ici, toutes les infrastructures, toutes les routes ont été créées pour servir l'exploitation, n'est-ce pas? Par les mêmes routes, nos matières premières quittaient là où elles étaient exploitées pour Anvers, et par la même route, les bateaux rentraient comme aujourd'hui on rentre avec les histoires de, comment vous appelez ça, occasion d'Europe, n'est-ce pas? De la même façon, on nous amenait leurs histoires. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé en nous non seulement des gens esclavagisables pour exploiter leurs propres terres, mais aussi des gens qui peuvent consommer tout ce que nous pouvons rejeter. C'est ainsi qu'on nous a habitués à nous habiller comme eux, n'est-ce pas? À manger comme eux, à sourire comme eux. Et aujourd'hui, n'est-ce pas? Je regarde là-bas, toutes nos femmes ont des cheveux comme les femmes. Alors, ainsi donc, nous avons les Belges, en systématisant, ils ont aussi cherché comment nous rendre esclaves qui ne réfléchissent pas. Et ils sont parvenus à le faire. N'est-ce pas? Je m'excuse beaucoup pour les chrétiens. Ils nous ont apporté Jésus. N'est-ce pas? Que nous exploitons de toutes les manières. Oubliant que Jésus est venu ici pour nous tuer mentalement. N'est-ce pas? Ils nous ont apporté les écoles où ils nous formaient comme ils voulaient que nous soyons. C'est-à-dire des gens qui ne réfléchissent pas. Ils nous ont apporté, n'est-ce pas, toutes sortes d'histoires et surtout, ils ont tué l'âme africaine. C'est-à-dire, nous, dans beaucoup d'ouvrages, des cours d'anthropologie politique, n'est-ce pas, on parle souvent en mal de nos coutumes, nos chefs traditionnels étaient des assassins, ils étaient ceci, ils étaient cela, mais c'est tout à fait faux. Dans l'Afrique traditionnelle, il y avait une philosophie de base. Chacun pour tous, tous pour chacun. Et ils sont venus, ils ont remplacé ça par quoi? Chacun pour soi et Dieu pour Dieu invisible, inconnu, pour tous. N'est-ce pas? Et avec ça, nous avons le chef coutumier qui était un chef, n'est-ce pas? Qui était là pour la communauté, qui travaillait pour la communauté. Idéaliste, maintenant il veut tout prendre pour lui. Voilà comment ils ont transformé notre philosophie. Et ne vous étonnez pas de voir que quand quelqu'un est au pouvoir, il est capable de tout prendre pour lui seul et laisser les autres, n'est-ce pas, crever. Et à partir de l'esclavagisme, n'est-ce pas, il y a eu le léopoldisme, la colonisation belge, mais aussi après l'indépendance, nous n'avons pas changé l'État. Je pense que le prof Tandjolo vous a posé la question. Est-ce que nous avons changé l'État après l'indépendance? Est-ce que nous avons eu des visions nouvelles que nous voulons faire de notre pays ça et ça? Qui est celui qui avait, parmi les pères de l'indépendance, qui avait une vision? Vous ne le connaissez pas? Qui avait une vision? Hein? Ah, étudiant en sciences politiques. Lumumba. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Et on l'a tué pourquoi? Il a volé quoi? Hein? Pourquoi on l'a tué? Parce que justement, il avait une vision. Or,
le but du colonisateur qui voulait garder la colonisation, c'était de nous laisser avoir des visions ou de nous brimer. C'était quoi? Voilà, vous avez compris. Donc, l'État congolais actuel n'est qu'une survivance, n'est-ce pas? Ils ont imposé un système où nous devenons, n'est-ce pas, chacun pour soi, et le chacun pour soi signifie quoi? Prenez là où vous pouvez prendre. Si vous êtes fonctionnaire de l'État, prenez. Si vous êtes professeur, n'est-ce pas, harcelez les filles ou alors trafiquez les points. Si vous êtes... donc, tout le monde, n'est-ce pas? On va d'ailleurs conclure par là. Alors, l'État actuel, c'est donc cette survivance-là. Donc, l'État actuel a gardé l'essentiel de l'État léopoldien. Domination et exploitation, le couple infernal qui nous maintient, n'est-ce pas, dans cette situation. Et quand on vous dit Congo pays solution, ce n'est pas un simple slogan d'un parti politique. La vérité est que l'État congolais, l'État tel qu'il est, n'est-ce pas, depuis son origine coloniale, quand on avait besoin d'esclaves, il y avait un État Congo, n'est-ce pas, qu'on a détruit parce qu'il fallait avoir des esclaves. Et Kimpavit est morte justement parce qu'elle a été brûlée vive par les catholiques, donc les enfants de Jésus, parce que, n'est-ce pas, elle s'était opposée. Quand on avait besoin, quand on a inventé le pneu gonflable, on avait besoin de caoutchouc pour ça. Ils ont eu ça où? Au Congo. Et de quelle manière Léopold pouvait-il fournir au monde le caoutchouc dont on avait besoin? N'est-ce pas? Par des violences inouïes. Vous n'avez qu'à lire certains ouvrages, n'est-ce pas, où on vous montre comment on coupait les mains aux gens, comment on a tué, parce que vous n'avez pas réussi à donner les quantités voulues. Et les administrateurs les plus durs, n'est-ce pas, ont demandé à nos soldats d'amener les mains coupées pour montrer que, n'est-ce pas, il n'a pas trafiqué il n'a pas tué il n'a pas gaspillé les balles pour tuer les Congolais. Alors, quand on a eu besoin du cuivre pour fabriquer les armes de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, on est venu l'avoir où? Au Congo. Quand on a eu besoin de l'uranium pour la bombe atomique, on est venu les chercher où? Quand on a eu besoin du coltan, quand on a besoin du coltan aujourd'hui, on les cherche où? Et de quelle manière? N'est-ce pas? Et quand on a besoin du cobalt aujourd'hui pour les voitures de demain, on vient les chercher où? Et aujourd'hui on parle de climat, n'est-ce pas? Je pense que vous avez déjà entendu dire Congo, poumon de l'humanité, n'est-ce pas? On vient les chercher où? La respiration de l'humanité, au Congo. Et quelle contrepartie nous avons? Parce que nous avons un État, n'est-ce pas? Qu'il soit bébé ou quoi, mais nous l'avons. Mais qu'est-ce que cet État fait contrairement à ce que Léopold faisait? Au contraire, comme les Belges étaient rationnels, à leur époque, ils avaient besoin de routes pour l'exploitation et ils ont arrangé les routes. Ils avaient besoin de gens forts pour travailler, ils ont créé des hôpitaux. Ils avaient besoin, n'est-ce pas, de quelques instruits, ils ont créé des écoles à leur image. Et ça fonctionnait comme ça. Mais quand nous avons pris le pouvoir, qu'est-ce que nous avons fait? Avons-nous changé l'État? Avons-nous changé les objectifs de l'État?
Oui ou non? Et la conséquence, c'est quoi? C'est que notre État continue à fonctionner comme l'État léopoldien. Et c'est pour cela que le prof Tandjol vous a posé la question de savoir si nous avions réfléchi sur notre État. Nous fonctionnons sur le mode de l'imitation. N'est-ce pas? Nous imitons. Parce que le Congo est un pays moderne. Non. La France est un pays moderne. Comme la France a une cour constitutionnelle, nous aussi nous devons l'avoir. Comme elle a une constitution, nous aussi nous devons l'avoir. Comme elle a ceci et cela, nous aussi nous devons l'avoir. Un syllogisme qui nous fait perdre, n'est-ce pas? Qui nous fait entrer dans des pistes que nous ne maîtrisons pas. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut leur expertise. Que doit faire une cour constitutionnelle? En France, elle fait ceci, elle fait cela. Et on le copie ici. N'est-ce pas? Ils ont l'INSS là-bas, nous aussi nous le copions. Ils ont un gouvernement là-bas, nous aussi nous le copions. Est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir si le Congo a besoin d'une constitution ou pas? Et si elle a besoin d'une constitution, pour dire quoi? Est-ce que nous avons besoin d'un parlement? Oui ou non? Si oui, le parlement va faire quoi? Le parlement congolais va répondre à quel problème spécifique de notre pays? Et à partir de là, nous créons un parlement qui va résoudre les problèmes que nous nous posons. Est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement? Si oui, le gouvernement fera quoi? Quels sont les ministères qu'il faut pour résoudre les problèmes du Congo et pas pour donner des postes aux gens et pas pour imiter, n'est-ce pas? Avons-nous besoin d'un ministère des Affaires étrangères? Si oui, c'est pour imiter les gestes des autres ou pour faire la politique étrangère de notre pays, n'est-ce pas? Voilà les questions, n'est-ce pas, qui vous attendent pour les politologues du futur, pour créer, n'est-ce pas, un nouvel État. Alors, et nous, comme toujours, n'est-ce pas, les esclavagistes utilisaient les Congolais pour aller capturer les esclaves. Les Belges utilisaient les Congolais, notamment les militaires congolais, pour la campagne, les différentes campagnes de caoutchouc, n'est-ce pas? Vous connaissez la fameuse trilogie, n'est-ce pas? L'État, donc l'administration, n'est-ce pas? L'Église et les entreprises économiques. Et partout là-bas, on utilisait des Congolais. Et ces Congolais-là se contentaient des miettes. N'est-ce pas? On se contente des salaires. Ah, Bafoutaka bien, n'est-ce pas? On se contente des petites voitures, de la petite corruption, n'est-ce pas? De quelques taxes qu'on verse. Mais l'essentiel, le gros de nos richesses partent et c'est pour de bon. Le système politique, donc, qui a été institué par Léopold II et hérité par les pères de l'indépendance, subit aujourd'hui, faute d'avoir été remis en question, parce que nous, intellectuels, on n'a pas remis en question, nous continuons, nous, à jouer le même rôle que les intermédiaires qui servaient, n'est-ce pas, les esclavagistes, les colons et consorts. Nous continuons à jouer le même rôle. Et si vous voyez de près, n'est-ce pas, dans notre société, qui sont les gens qui sont bien? Ce sont les intermédiaires des Blancs, les intermédiaires de l'exploitation, n'est-ce pas? Il est directeur d'une société, il est minier, il est ceci, il est cela. Est-ce que notre pays profite de ces mines-là? N'est-ce pas? Donc, nous continuons à garder le même état. Et ici, n'est-ce pas, je vous convie à lire un livre, n'est-ce pas? Un livre écrit par vos savants ici. Le livre est intitulé « Regard endogène sur le Congo et sur l'État au Congo-Kinshasa », n'est-ce pas? Il y a eu le prof Aoundou, n'est-ce pas, dont Tandjolo a parlé ici. Il y a eu le prof Bissa, n'est-ce pas, qui a caractérisé notre État, un État vampire, n'est-ce pas? Il y a
le prof Mambi, qui lui, n'est-ce pas, a montré comment on a gardé de notre chef coutumier son caractère de chef. Mais on a ajouté à ça la kleptocratie, c'est-à-dire le vol. Comme je vous ai dit, n'est-ce pas, le chef d'avant était là pour la communauté, mais les chefs d'aujourd'hui, nous tous, y compris moi, n'est-ce pas, nous sommes là pour nous d'abord. N'est-ce pas? Chaque fois que vous avez un poste, vous devez, n'est-ce pas, récupérer ce que vous pouvez récupérer. Il y a le prof Mambi donc, qui a écrit ça, n'est-ce pas? Hybridation des modèles et réalité postcoloniale, c'est-à-dire comment nous avons transformé cet État aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a le prof Abangapakwa qui a remis en question cette démocratie. Nous collons à quelque chose qui ne va pas parce que nous sommes des bébés. On vous fait porter un habit qui ne vous convient pas, n'est-ce pas? Et le type qui vous a fait porter ça vous dit vous êtes chic, vous dites que vous êtes chic, alors que vous vous sentez mal à l'aise dans ces habits-là, n'est-ce pas? Moi je porte le numéro 45, on me donne le numéro 42 comme chaussure, n'est-ce pas? Je marche difficilement, mais je dis oui, j'ai des souliers, je suis civilisé, n'est-ce pas? Donc, cette démocratie, n'est-ce pas? Il y a aussi le professeur Ngoma Binda, n'est-ce pas? Qui a parlé, qui a souhaité qu'on ait un pays, un pouvoir fort, n'est-ce pas? Au Congo, au lieu de tout ce qu'on est en train de nous dire là-bas, n'est-ce pas? Et il y a bien sûr votre Koko, n'est-ce pas? Koko Nabino Bongeli, n'est-ce pas? Qui lui dit Congo, pays sans repère, défaillance des élites et récurrence des crises. Les élites, c'est nous. Nous avons failli, n'est-ce pas, à notre mission. L'analyse politologique, c'est l'histoire. Et j'ai essayé de me référer de l'histoire pour essayer de décrire le cheminement de notre pays. Et l'histoire de la République démocratique du Congo est caractérisée par des conflits internes, des contestations, des répressions, des coups d'État, et j'en passe. J'ai essayé de faire des analyses prospectives, parce que je me suis référé de l'histoire. Premièrement, celle récente avec le président Morel Joseph Kabila. Je me suis référé de Mobutu, je me suis référé même de la colonisation et même de la décolonisation. Et nous avons une histoire qui a été marquée par des coups d'État, par des répressions, voire même à un certain moment même des menaces de sécession. Pour parler peut-être de l'autonomie ici de Kassai et de la sécession katanaise. Nous avons Munagan est actuellement sous l'occupation rebelle. Si je ne me trompe pas, pendant plus de 2 ans, il y a d'autres territoires congolais qui sont tombés. Et l'insécurité bat à plein son record, même si à Kinshasa. Je pense que moi j'habite actuellement à Kindélé. Je pourrais vous dire que ce qui se passe là-bas, il y a même un étudiant qui a été tué à cause toujours des affrontements. Et Kounouna, il y a même une nouvelle forme de banditisme urbain, américain, arabe et tout ce que je pourrais citer. Vous voyez que nous avons des priorités pour notre pays. Et la situation sécuritaire, surtout nos frères et sœurs qui sont dans l'est du pays, devons nous préoccuper. Pour l'envisager, certaines modifications qui pourraient encheminer encore vers des crises. Parce que nous devons nous attendre, même si on pourrait l'éviter. J'ai essayé de faire une analyse prospective. Dans une dimension prospective, vous pouvez les lire parce qu'on vous référant même de l'histoire de notre pays, nous allons nous attendre à des répressions. Il y aura des contestations. Et est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est vraiment important pour nous? En ce stade actuel, nous devrions peut-être nous préoccuper de ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo, où nos territoires sont tombés sous contrôle rebelle, envisager un changement de la Constitution qui pourrait encore nous amener
à la descente aux enfers. Et dans une dimension prospective, vous pouvez lire que nous devons nous attendre à des contestations, à des répressions, à des implications même ethniques. Ça s'est passé. À Lubumbashi, on l'a vu, on le sait, au Katanga. Et toutes ces informations doivent nous rappeler la dangerosité de ce qui pourrait arriver dans l'élite politique. Les changements de la Constitution n'empêchent pas un État de se défendre face à l'insécurité. Mais les changements de la Constitution pourraient à un certain niveau aussi aggraver l'insécurité. Attention, nous vivons déjà dans l'insécurité, il faut le reconnaître. Nous vivons dans une certaine forme d'insécurité, macabre même. Et attention, si vous pourriez lire les opposants, tout ce qui ne pourraient pas partager, tout ce qui ne serait pas d'avis avec les changements constitutionnels, ne se laisseront pas faire. Ils vont en quelque sorte aussi essayer de baisser leur masse vers les routes. Nous allons assister, comme d'habitude, il y aura une répression policière et qui pourrait nous amener aussi à des dangers atroces. Donc on pourra encore créer une insécurité dans l'insécurité. Mais tout dépend de la manière dont on pourra orienter les choses. Et à la dernière question, je pense que changer la Constitution ou pas, moi j'ai été toujours d'accord du changement de la Constitution. Mais parce que la Constitution actuelle ne reflète pas vraiment la réalité de notre pays. Donc c'est une Constitution calquée, mimée sur des réalités autres que la République démocratique du Congo. Mais attention, nous avons des priorités. Parce que c'est une question très sensible. Envisager cela actuellement pourrait encore aggraver les tensions. Nous avons des priorités qui nous nécessitent d'abord que nous puissions mettre fin, que nous puissions d'abord baliser la route à un changement de la Constitution. Et les priorités est que nous vivons dans une extrême insécurité. Où les territoires congolais sont occupés, nous vivons dans une situation où on vient de nous imposer les systèmes LMD qui pourraient encore créer des répétiteurs de théories incompatibles aux réalités. Est-ce qu'on a même résolu ces problèmes? Mais on continue de créer des problèmes sur des problèmes. Je pense qu'envisager le changement de la Constitution, on devrait d'abord baliser la voie vers ces changements de la Constitution qui pourraient nous permettre d'arriver à un très bon changement de la Constitution qui devrait permettre à notre pays d'aller de l'avant et non de régresser. Donc la sécurité des personnes est l'air bien. C'est bon, ok. Mais tellement que les défis sociaux sont énormes, cet État évolue. Il devient providentiel, donc pourvoyeur des bonnes conditions de vie. Et alors, c'est en fonction des nouvelles missions que l'État se pose, en fonction des défis. Ça ne s'arrête pas. Lorsqu'il y a des problèmes économiques, cet État devient affairiste. Tout simplement pour atteindre les objectifs ou encore faire face aux défis auxquels il est confronté. Et alors, créer un État, c'est au fait de donner du contenu qui reflète nos réalités à ce que nous pensons comme État. L'État à la française n'est pas l'État à la congolaise. L'État à l'américaine n'est pas l'État à la congolaise. Comme pour dire, si nous aimerions impulser une nouvelle dynamique dans notre République, il faudrait alors à ce que nous puissions revoir notre culture. Est-ce que l'État que nous avons reflète notre culture? L'État que nous avons est fonction de notre histoire. L'État que nous avons reflète nos valeurs. Voilà pourquoi j'ai posé un questionnement lors de ma prise de parole sur la philosophie. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où en sommes-nous? Où allons-nous? Et que voulons-nous? En répondant à ces questions, ce sont des questions qui relèvent de l'identité. Ça va faire en sorte que nous ayons confiance en nous. Lorsqu'on vous parle, on vous appelle Congolais. Par contre, on vous identifie facilement.
Parce que Congolais, c'est chargé du contenu. Congolais, c'est toute une matière. Congolais, c'est toute une république. Et quand vous appelez Congolais, on doit vous reconnaître par une valeur, par une culture. On dit, ah, Bazarami. Tu vois ça? Oh, Bazarama corrompu. Oh, Bazarama trop facile. Oh, ils n'ont pas trop d'endurance au travail. Oh, ils sont trop défaillants. Oh, ils n'ont pas les coups de risque. Donc, ce sont des peureux. Est-ce que c'est réellement ce que nous sommes? Peut-être pas. Et alors, ça nous gâche l'avenir. Tout ce que nous devons faire, je vais d'ailleurs revenir sur les questions relatives à la Constitution, parce que la Constitution, c'est l'épine dorsale de toute société. Sans Constitution, il n'y a pas d'État, assurément. Et alors, pour répondre encore à votre question, je réponds aussi à celui qui l'a posé sur les points de vue qu'on donnerait à propos de la Constitution. Changer la Constitution, c'est qui dirait créer la République. Mais est-ce que sommes-nous convaincus qu'en changeant cette Constitution, on crée une nouvelle République qui s'identifie à nos valeurs et particularités nous distinguant des autres États? On n'est pas peut-être sûr. Est-ce qu'en ne changeant pas la Constitution et continuant à vivre dans le mimétisme, quand bien même qu'en soi le mimétisme n'est pas une mauvaise chose, copier chez autrui, ce n'est pas une mauvaise chose, mais l'intelligence sociale d'adaptation, comment adapter ta copie à ta réalité? Donc, comment adapter les modèles importés à vos propres réalités pour que ceci s'immerge en vous et puisse refléter par la suite ton image. C'est ça le problème. Lorsque nous copions, nous ne savons pas adapter à nos réalités. Nous copions et collons. Lorsqu'on colle, ça donne l'image du pays copié. Et c'est ce qui fait rétrécir l'évolution de la République. Nous n'irons pas de l'avant. Parce que la République dont nous avons, l'État qui est avec nous, c'est un État importé qui n'a jamais été créé par nous. Parce que quand vous créez, on vous donne même une constitution. On dit prenez ça, ça va vous aider à vous gérer. Une constitution qui reflète l'image de notre pays, les valeurs de notre pays, l'histoire de notre pays. La conséquence logique était la crise institutionnelle et chambardement. Le Premier ministre révoque le président révoque le Premier ministre. Qui a le pouvoir? En rapport avec le changement, un message, en rapport avec le changement de la Constitution, je vous ai dit tantôt, ne faites pas un discours partisan, sauf si vous êtes influencé par une idéologie. Mais si on a besoin d'un avis d'un technicien, un politologue, il fait un jugement d'existence. C'est ça la science politique. Pas la philosophie politique qui vous amène au jugement de valeur. Pas l'art politique qui vous amène au jugement d'efficacité. Mais faites un jugement d'existence. Les pourquoi de cette question. Est-ce que c'est opportun ou pas? Tu dois donner des indicateurs objectivement vérifiables qui pourront soutenir votre position selon que vous êtes d'accord pour les changements ou contre les changements. À mon humble avis, c'est un débat national. Tout le monde doit prendre part, mais à condition que nous les dépassionnons. Que nous ne les fassions pas avec passion ou avec idéologie chargée ou avec sentiment ethnique. Non, parce que ça relève de l'avenir de toute une génération. Merci. J'essaie de savoir en quoi l'histoire politique de la RDC nous aiderait à projeter l'avenir. En effet, en tant que science, l'histoire nous aide à connaître le passé, à envisager le présent et à projeter l'avenir. Fort de son expérience pratiquement 64 ans, en dehors, si je prends de 60 ans jusqu'à présent, en dehors de son histoire sur l'esclavage et les différents moyens qui ont peuplé la société aujourd'hui comme étant la RDC, cette histoire peut aider le Congolais d'aujourd'hui, intellectuel que nous sommes, à identifier les différentes failles qui ont été vécues durant les différentes périodes passées et enfin de projeter un avenir
selon nos bases. Prenons le cas de la constitution, le changement et la révision de la constitution. Je veux redire le nom du professeur qui en fait cela besoin d'une constitution. Si oui ou non, pourquoi? Pour donner deux arguments. Je prendrai les cas d'un professeur de l'UPEN qui dit, par exemple, sa thèse sur la vie et que dans une nouvelle constitution qu'on recevrait, nous comprenez, que nous y intégrons les grands axes qui comprennent les potentiels de la République, par exemple. C'est vrai que la constitution encadre les institutions politiques d'un État, mais est-ce que faut-il que pour nous, que nous évitions, comme le peuple le dire, les constitutions extérieures? Pourquoi ne pas en faire plus qui nous identifie et qui retrace notre potentiel? Comme le peuple le disait dernièrement, nous avons été ceux qui ont porté les caoutchoucs pour l'industrialisation, nous avons apporté le pavillon pour la constitution de nucléaire et nous sommes aussi le poumon. Et pourquoi pas prendre ces potentiels géographiques géologiques que nous possédons et les transposer par exemple dans notre texte juridique afin de donner les grandes lignes sur les directives de comment on fait un État. Et en fait, c'est l'idée de l'histoire que nous avons vécue qui peut en fait donner des leçons sur ce que sera le Congo de demain, sera celui qui sera pensé par nous et non ce que nous aurons hérité de ces extérieurs. Merci. Vous savez quels sont les cours les plus banalisés dans l'enseignement colonial? Histoire et géographie. Moi, on a une histoire et la géographie. Or, je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est le cours ce sont les cours les plus importants pour former la citoyenneté congolaise. Nous parlons toujours de la nouvelle citoyenneté. C'est quoi? C'est la maîtrise de l'histoire et la connaissance de la géographie de son entité. Et les Blancs ont tout fait pour que ça soit des cours ennuyants même. N'est-ce pas? Et cette histoire aussi, il faut savoir quelle histoire enseigner. Tout le monde ici sait que c'est lui qui a découvert la mouchure du Congo, c'est qui? Oui. Point. Mais on ne vous dit pas que Diego Cao, dans sa deuxième expédition, est venu avec une armée d'esclavagistes, avec des armes à distribuer aux Congolais. Il a amené des prêtres catholiques, n'est-ce pas? Et il est venu instituer le commerce. Donc le malheur de notre pays commence par là. Mais on ne vous le dit pas. Or, si on vous le dit, vous allez apprendre à vous méfier de tous les blancs qui vous côtoient. Toutes les aides qu'on nous donne. Toutes les théories qu'on nous enseigne. N'est-ce pas? Grâce à cette histoire-là, si vous la connaissez, vous allez vous méfier de ces gens. Donc c'était pour compléter ma fille. Alors, la domination occidentale. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Mais quand vous savez que quelqu'un vous domine, qu'est-ce qu'il faut? Ou bien vous acceptez, ou bien vous vous révoltez. Maintenant, comment se révolter? C'est ça le travail de l'intellectuel. Ne me posez pas à moi cette question-là. Moi, je suis déjà en train de partir. N'est-ce pas? C'est vous qui allez rester. C'est à vous maintenant. Koko Bongeli nous a dit que les Blancs nous dominent. Qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de cette domination? D'abord, la révolution mentale. Comprendre d'abord. Je vois des gens qui continuent à dire non, nos dirigeants exagèrent. Est-ce que 60 ans après, c'est toujours le Belge? Non, le Belge n'est pas parti. L'Occident n'est pas parti. N'est-ce pas? Et quand un intellectuel raisonne comme ça, c'est qu'il ne comprend pas comment les choses se passent. Donc d'abord une révolution mentale. N'est-ce pas? Comprendre que quand vous voyez un coopérant, il faut le soupçonner déjà, le suspecter. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Quel est l'intérêt qu'il a à venir ici?
n'est-ce pas? Sinon, vous allez rester dans cette domination jusqu'au bout. Vous savez, il y a des réalités qui se passent, n'est-ce pas? Même nos gouvernants, ils sont soumis à des pressions que vous ne pouvez pas imaginer, n'est-ce pas? Par ces gens. Et moi, je vous dis que quand vous voyez les petits fonctionnaires de la coopération belge ou de l'Union européenne venir menacer un ministre de la Santé parce qu'il a commandé des instruments médicaux pour son pays. Il a acheté des médicaments, il a acheté des appareils de radiologie, des appareils d'échographie, etc. Et l'Union européenne vient, des petits agents viennent le menacer pour lui dire où est-ce qu'il a eu cet argent. Parce que eux, quand ils vous amènent 2 microscopes, il faut une fête où le ministre de la Santé doit prononcer un discours de remerciement. Et quand ils décident d'acheter un grand lot, ils viennent demander des explications. Et si vous êtes un ministre faible, n'est-ce pas? Oh bon, vous voyez, et oui, bon, prochainement je vais vous informer, etc., etc. Mais regardez ce que font les pays du Sahel. Le fameux président là, il a 34 ans. Mon Minga, il n'a que 34 ans. Lumumba, quand il avait fait sa révolution, Lumumba avait un mort à 36 ans seulement. N'est-ce pas? Et donc maintenant déjà, vous, Papa Bongélé a dit il faut tout le monde pour que tout sorte. C'est la réflexion. Au lieu de discuter des matchs, au lieu de discuter de Jésus, de vos religions, n'est-ce pas, qui vous endorment, voilà des discussions qui devraient vous occuper. Que faire? Mais vous trouverez rarement les gens discuter sur des problèmes comme ça. Est-ce que je mens? Mais quand vous discutez de matchs, vous admirez l'intelligence dans les pieds d'un certain Mbappé. N'est-ce pas? L'intelligence qui se trouve dans le pied et vous ignorez, n'est-ce pas, ce qui se passe ailleurs. Alors, bon, changement de la Constitution, c'est le thème de l'ère. Bon, je vais vous répondre en 2 temps. D'abord comme politicien, n'est-ce pas? Un politicien ne projette jamais le changement d'une constitution sans avoir un intérêt, n'est-ce pas? Je vous le dis parce que moi je l'ai fait aussi, n'est-ce pas? Nous avions changé la constitution 2 tours à 1 tour, n'est-ce pas? Ce n'était pas parce qu'il y avait un problème d'argent ou pas, c'est parce que nous avions intérêt à ça, n'est-ce pas? Quand nous avions formé l'ANP, Alliance de la majorité présidentielle, nous avions un seul candidat et les autres avaient plusieurs candidats. Alors nous nous sommes dit, si au premier tour nous n'aurons pas 50%, nous aurons dans les quarantaines. Nous serons premiers, mais nous aurons dans les quarantaines. Et si au deuxième tour, tous les autres se rallient contre nous, nous risquons de perdre. Par conséquent, allez, un tour, le premier qui gagne, c'est celui qui passe. Vous croyez que c'était innocent, n'est-ce pas? Et les discussions actuelles, ce sont des discussions de politiciens, n'est-ce pas? Des discussions de politiciens. Ceux qui protestent aujourd'hui voulaient changer cette constitution-là hier. Ceux qui veulent changer cette constitution aujourd'hui avaient protesté quand les autres voulaient changer. Et donc vous comprenez que ce sont des questions politiciennes. Malheureusement, les batailles politiques ici ne prennent pas en compte les besoins de la communauté. Ce sont des batailles de sorciers, n'est-ce pas? Dans le cadre d'un État sorcier. Et donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça n'a rien à voir avec le développement du pays.
Et donc, dans cette discussion-là, n'essayez pas de mettre ça sur le plan scientifique. Mettez-vous seulement du côté de tel parti ou de tel parti pour être pour ou contre. Maintenant, je vais vous répondre comme scientifique. Comme scientifique, étant donné que j'ai toujours été un anti-occidental déclaré, n'est-ce pas? J'ai analysé cette constitution et je l'ai trouvée tout à fait conflictogène, tout à fait une constitution du sous-développement. Par exemple, dans la constitution, rien n'est dit sur l'obligation qu'ont les chefs de développer le pays. Rien. Il n'y a que des problèmes de partage, tel a ceci, tel aura cela, et l'argent pour tel, ce sera comme ça, etc. Il n'y a que ça. Moi, j'ai toujours été contre cette constitution. Et hier, j'ai raté une cérémonie de la publication d'une revue du professeur Mbata, n'est-ce pas, où j'étais parmi les auteurs quand on a fêté le 18e anniversaire. D'abord au 16e anniversaire, j'ai écrit un texte intitulé Sociologie des constitutions congolaises. Et dans le tout dernier ici qu'on a, hier moi j'étais dans l'avion quand on faisait la cérémonie, n'est-ce pas? J'ai écrit constitution comme instrument de la politique. Instrument de la politique, pas la politique telle qu'elle se passe aujourd'hui, mais la politique anti-sorcière, n'est-ce pas? Une constitution qui puisse nous mener vers le développement, parce que la constitution organise le pays. Et pour bien organiser le pays, il faut tenir compte de tous les éléments, n'est-ce pas, qu'il faut pour la changer. Donc, ne me posez pas de questions sur les débats actuels. Je suis contre les uns et les autres, n'est-ce pas? Parce que moi, je vois ça dans le cadre d'une politique anti-sorcière future. Il y a mon ami économiste qui a posé une question. Ah oui, c'est justement sur la Constitution. Hein, je pense que je viens de lui répondre. Par exemple, dans la Constitution, c'est vous, l'économiste. Qu'est-ce qu'il y a d'économique là? Quelles sont les assignations? Qu'est-ce qu'on demande aux gens? Un chef doit faire ça. Rien sur le plan économique. Or, la Constitution devrait prendre tous ces éléments de base, n'est-ce pas, pour contraindre les dirigeants à travailler pour l'intérêt du pays. Alors, le système politique colonial, bon, sur la Constitution, il faut lire Francis Calombe, n'est-ce pas? Les noms sont peut-être... hein? Mais il a écrit un très bon livre sur l'élaboration des constitutions au Congo. Ça, c'était son DA. Et il vient de faire une thèse sur qu'est-ce qu'il dit? Donc, l'instrumentalisation de la Constitution pour se maintenir au pouvoir, un nouveau mode d'accession ou de maintien au pouvoir dans les pays africains. C'est pas très bien documenté, il faut les lire, vous allez avoir, n'est-ce pas, des éléments là-dessus. Vous pouvez aussi lire les DA du CT Congo, n'est-ce pas? J'ai toujours souhaité qu'il publie, mais il ne publie pas, il n'est pas là. Voilà. N'est-ce pas? Qui a, lui, il a parlé de, comment on appelle ça? Le référendum qui a fait que nous puissions, n'est-ce pas, avoir cette constitution. Il a décrit les situations, n'est-ce pas, qui font que nous sommes allés au référendum sans savoir ce que nous voulions. N'est-ce pas? Même moi, j'étais député à l'époque. On nous a menés comme ça, comme des, n'est-ce pas, dans un mouvement de masse la propagande. C'est comme ça que nous avons eu cette constitution que 95% de la population n'ont pas encore eu. N'est-ce pas? Alors, je pense que j'ai répondu à la question de pourquoi l'histoire, sur l'histoire, n'est-ce pas, pour compléter Maman Lek ici. Et je vous informe que tant que
nous allons continuer à rester dans les débats de pacotille, n'est-ce pas? Quand nous sommes en train de nous battre sur des sujets qui ne nous apportent absolument rien. Les autres sont en train de prendre notre territoire, n'est-ce pas? Et notre cuivre écopard est en train de partir et les stratégies anti-sorcières des citoyens ne font que plutôt rabaisser l'État à un niveau de faiblesse qui le rend très vulnérable et donc nous sommes en train de nous perdre. J'invite les jeunes gens, n'est-ce pas, à prendre conscience de ça et à mettre leur intelligence au service de la cause communautaire. Parce que si vous ne travaillez que pour vous, n'est-ce pas, si vous ne travaillez pas comme le chacun pour tous et tous pour chacun, vous allez arriver à cette situation où nous allons continuer avec cette situation où quelqu'un peut détourner tout l'argent de la République, n'est-ce pas? Sans même qu'il en ait besoin. Mais il prend seulement parce que c'est lui. Et donc, la République sera compromise. Il y a beaucoup de risques que dans 10 ans, vous ne soyez plus Congolais parce que le pays risque d'éclater. Il est chef de travaux à l'UPEN, n'est-ce pas? Il est venu avec un nouveau concept. Le concept de l'État sorcier. N'est-ce pas? L'État congolais est un État sorcier à partir de Léopold II. Les visions de Léopold II, c'était des visions sorcières. N'est-ce pas? Vous savez ce que signifie un sorcier? Le sorcier, c'est quoi? C'est lui qui apporte quoi? Le malheur ou le bonheur? N'est-ce pas? Moi, je ne parle pas de sorcier dans son aspect mystique, que je ne connais pas. Même si on dit que nous, pour avoir une thèse, il faut être quoi? Occultiste. Bon, je ne parle pas de sorcier dans ce sens-là. Je parle de sorcier dans le sens courant, n'est-ce pas? Qui est le sorcier? C'est celui qui fait le mal, n'est-ce pas? Ndoki, n'est-ce pas? Mulozi en Swahili, n'est-ce pas? Likundu, Mupongo, n'est-ce pas? Fonoli. Donc ce sont des termes, n'est-ce pas? Tchor, n'est-ce pas? Voilà des termes qui désignent donc les sorciers. Et notre État, n'est-ce pas, est un État sorcier dès sa naissance. Aujourd'hui, quand vous regardez notre pays, n'est-ce pas, toutes les décisions qui se prennent par l'État sont des décisions contre-productives. Chaque fois qu'on croit, on prétend pouvoir arranger quelque chose, on l'aggrave. N'est-ce pas? Nous avons d'ailleurs le cas des embouteillages aujourd'hui. N'est-ce pas? Moi-même qui suis sorti de chez moi à 8 h, je suis arrivé ici à 11 h. N'est-ce pas? Parce qu'on veut arranger les embouteillages, on crée, n'est-ce pas, de nouvelles lois qui ne marchent pas. N'est-ce pas? Tout, si vous regardez de près, tout ce qu'on fait, les salaires qu'on paye, des salaires de misère, de sorte que chaque fois qu'un fonctionnaire de l'État occupe un poste, il s'en sert, il vampirise son poste. N'est-ce pas? Vous voulez voir le DG, vous voulez voir le doyen, on vous fait taxer de l'argent. Vous voulez faire ceci, n'est-ce pas? Donc, chacun de nous travaille maintenant pour lui. Alors, comme l'État est sorcier, les citoyens que vous êtes, que nous sommes, n'est-ce pas? Bon, moi je ne me mets pas trop du côté des citoyens parce que j'ai déjà eu à pratiquer la sorcellerie de l'État. N'est-ce pas? Alors, l'État étant sorcier, n'est-ce pas? Voulant du mal et pas du bien. Comme Léopold II ne voulait pas le bien, aujourd'hui, n'est-ce pas? Même nous qui avons travaillé, nous ne voulons pas le bien de la population. Nous travaillons pour autre chose que ça. Donc, nous ensorcelons la population. Alors, les individus, maintenant, les citoyens, qu'est-ce qu'ils font? Eux aussi, pour survivre, ils doivent contrer la sorcellerie de l'État.
Et aussi, il monte des stratégies tout aussi sorcières pour lutter contre la sorcellerie de l'État. La preuve, c'est quoi? C'est que nous tous ici, chacun de nous, pour survivre, il doit commettre au moins 5 infractions par jour. N'est-ce pas? Ou bien vous insultez, ou bien vous corrompez, ou bien vous trichez, ou bien... Donc nous tous ici, nous sommes tous les jours, observons-nous, n'est-ce pas, qui n'a pas brûlé les règlements de l'État, n'est-ce pas, depuis le matin jusqu'à présent, pour pouvoir survivre, n'est-ce pas? Parce que chaque fois que l'État prend une mesure, les agents de l'État en profitent pour se servir. Et les autres citoyens, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent aussi des stratégies sorcières. Aller pour contourner justement la sorcellerie de l'État. Allez observer un peu, aller au rond-point Gaba, observer les individus. Vous allez voir, les piétons ont leur code de la route. Les motards ont leur code de la route. Les 3 pneus ont leur code. Les taxis et les 207, n'est-ce pas? Les remorques, etc. Et on arrive dans un embrouillement total. Un pays anomique, n'est-ce pas? Sans repère, sans valeur, sans vision, n'est-ce pas? Et tout le monde, nous vivons là comme des animaux, n'est-ce pas? Nous avons tous développé l'intelligence de la poule. Vous connaissez la poule, n'est-ce pas? C'est un animal qui ne vole, d'abord c'est un oiseau qui ne vole pas. Il est toujours là, n'est-ce pas? En train de tourner, il cherche à manger, n'est-ce pas? Le sexe, et puis dormir, n'est-ce pas? Donc nous sommes arrivés à ce niveau-là aujourd'hui, n'est-ce pas? L'État congolais est un État sorcier. Vous comprenez? Et à un État sorcier, n'est-ce pas? Pour survivre, les citoyens deviennent eux aussi sorciers. Chacun de vous s'autopsychanalyse. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut exorciser l'État. C'est-à-dire que nous avons un État qui a été conçu pour faire du mal à la population. Et maintenant, n'est-ce pas? Et c'est ça le travail des jeunes de notre faculté, n'est-ce pas? Faculté du pouvoir. Vous devez maintenant réfléchir sur comment exorciser l'État. Comment donner à l'État une vision qui puisse être une vision contraire à la simple exploitation, mais une vision, n'est-ce pas, qui puisse faire de l'État un animateur du bonheur, un promoteur du bonheur de la communauté. Nous devons donc recréer notre État, n'est-ce pas? Nous devons le repenser. Ce n'est plus le temps où vous étiez... Je suis politologue parce que je sais parler de Diverger, je sais parler de Montesquieu qui est déjà dépassé, je sais parler du contrat social, je parle de Huntington qui est encore Diverger et consort. C'est dépassé. Le politologue nouveau, c'est celui qui doit réfléchir, n'est-ce pas, sur ce que doit devenir l'État de demain. Et non pas répéter ce que vous avez lu là ou là. Toutes les théories qui ont été écrites par les Occidentaux, on dit souvent que Bongeli exagère, mais on ne m'a jamais démontré le contraire. Toutes les théories écrites par les Occidentaux, à 50%, en ce qui nous concerne, elles sont fausses. À 50%, elles sont fausses. Elles sont destinées à nous maintenir dans cet état. Et donc, désormais, ma petite, au lieu de lire Diverger, lisez Aoundou. Au lieu de lire Philippe Brod, lisez Bongeli. Au lieu de lire Bayard ou je ne sais pas qui, lisez Bissa. Lisez Mambi. Lisez Abangapako. Lisez les doyens.
lisez vos professeurs parce que ce que nous écrivons, nous le tirons de l'expérience de notre pays. Ce n'est pas par des citations que vous allez développer votre pays, n'est-ce pas? Mais c'est par des réflexions. Et ce n'est pas facile de réfléchir, comme je vous l'ai dit là, n'est-ce pas? Pour changer cette mentalité qu'on a incrustée en nous, la mentalité de bébé, n'est-ce pas? Qui fait qu'aujourd'hui nous devenons tous des... Nous devenons tous qui? Merci. La domination occidentale. Vous pensez que la domination occidentale est en train de se pérenniser et cette domination ne change que de forme. Et aujourd'hui, on parle même du néocolonialisme. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour essayer un peu de solutionner à cette problématique? Et je demande au professeur Bokeli, parce que vous nous disiez que nous devons réfléchir et c'est un peu de partir d'une nouvelle base et c'est un peu d'avoir de nouvelles visions. Et je me demande, puisque nos dirigeants sont malmenés, on dit même qu'ils sont des marionnettes, ils sont manipulés par des marionnettistes, et je me demande, qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'ils ne soient pas suffisamment forts pour essayer d'affronter le colonisateur, enfin, les néocolonialistes. Et je me demande, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour pallier à ces problèmes? Je m'appelle Maya Kadoukisson, je suis étudiant en sciences politiques et administratives. Ma question s'adresse à l'assistant Joseph Ntonga et les candidats. Il nous a exposé sur les enjeux sécuritaires en République démocratique du Congo, vers une quête pour un risque de tension probable. Monsieur l'assistant, je vous ai suivi avec une attention très soutenue. Dans votre exposé, vous avez sollicité un point de vue où vous disiez si on changeait la Constitution aujourd'hui, cela peut basculer, cela peut nous amener à l'insécurité, notamment vous avez parlé de balkanisation, certaines provinces peuvent se proclamer autonomes. C'est ça l'insécurité que vous aviez. Mais je tiens à dire que si la procédure allait d'une manière consensuelle, parce que la République démocratique du Congo a connu une transition de 1992 en 2005. Et cette transition avait deux formes. Elle avait d'abord connu une forme qui était unilatérale, et après, elle a quitté cette forme pour embrasser la forme consensuelle. Je pose la question de savoir si la procédure du changement de la Constitution allait être d'une manière consensuelle, c'est-à-dire on prend les éléments causaux, ceux qui peuvent être comme les éléments causaux de l'insécurité, on les associe à la gestion, ils mettent leur point de vue sur le nouveau texte et on adopte ces textes-là. Je pose la question de savoir quelle serait l'insécurité si la procédure allait être dans ces cas. La deuxième question est au professeur Tancholo. Professeur Tancholo, qui nous dit de créer notre État. Il nous a posé la question de savoir si réellement on a déjà créé un État. C'est vrai que les États africains sont des créations occidentales. Nous connaissons tous. Et quand ils ont créé ces États, ils ne l'ont pas créé comme le dit le professeur Émile Bougeli pour nous satisfaire. Non, c'est pour avoir toujours une prépondérance sur nous. Je pose la question de savoir est-ce que vous pouvez nous proposer un modèle d'État. Et si vous nous proposez ces modèles d'État, quels seraient les cas pour les disciplines tropicalisées? Je suis Orly Darren Diamokoulou, chercheur en communication politique et en droit économique et social. Je pose la question principalement au professeur Émile Bougeli. La question est aussi valable pour les autres intervenants. En venant ici, je m'attendais à écouter une contribution des politologues que vous êtes par rapport au débat sur la problématique de la Constitution. J'ai suivi quelqu'un à la télé qui a dit que ce n'était pas l'apanage des juristes de débattre sur cette question-là. Les sociologues et politologues aussi ont droit aujourd'hui. Alors je voulais avoir le point de vue des scientifiques que vous êtes, principalement le professeur Bokeli. Qu'est-ce que vous pensez de ces débats actuels sur la révision, changement de la Constitution?
camarades étudiants, distingués invités, tout protocole est respecté. Les latinistes disent Acta fabula est. Nous voici arrivés à la fin de notre activité scientifique qui commence bien, finit bien. Pour cela, je ne peux pas garder mes mots pour ne pas remercier chacune d'entre nous d'avoir donné ses préoccupations pour répondre à ces rendez-vous. Et si elle a réussi l'activité, c'est grâce à votre concours, à votre mobilité. Je vous dis grandement merci. Monsieur le professeur, je ne sais pas quel vocabulaire, quel verbe que je peux emprunter pour vous signifier toute notre gratitude. Vous n'êtes pas seulement notre professeur, vous êtes aussi papa, ainsi que libérateur de nos esprits. Aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses à partir de vous. Qu'est-ce que je dirais que vous ne connaissez pas? Dois-je vous flatter? Seulement, je m'arrête à Santi Bamouanimo. Camarades étudiants, nous avons suivi avec attention souligné les débats du jour. Chers cafetiers et politologues en formation, ces différentes interventions doivent nous servir de la lumière, des guides. On ne nous a pas dit ça pour plaire nos oreilles, mais nous devons appliquer ça, mettre cela en pratique. Nous constituons le corps d'élite intellectuelle. Les bons enfants, marchons, éclairons les autres, disons ce qui est. Nous sommes l'avenir de demain, nous sommes aussi les présents d'aujourd'hui. Nous ne devons pas croiser les bras. Les cafés politiques est une association des étudiants militantement. C'est pourquoi nous avons sous notre calendrier les différentes activités scientifiques pour créer en nous la compétitivité d'esprit éthique. J'aimerais que lorsque nous sortirons d'ici, on dira Ibi, Aïe, sont. Voilà les chevaliers qui sont sortis. Il faut qu'on nous appelle, nous sommes les guerriers, nous sommes les chevaliers. Nous devons nous défendre. Mais hélas, je ne peux pas passer en août sans pouvoir remercier les chefs de département. Oui, c'est lui qui a mis cette activité possible. En son nom, je lui dis grandement merci. Et s'il allait être là, j'avais réservé un mot pour lui. Mais je garde ça pour nous deux quand on sera en face. Mais, le bon abonné, son visage reflète son cœur. Camarades étudiants, je ne peux pas achever mon mot sans toutefois tirer une citation de notre hymne national. Comme il est dit, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Asante wasalida. Qui poursuit par la vérité, on y s'en et ton idéal. Oh Dieu, où les flambeaux sacrés, il éclaire ton peuple. Sciences perpétuus et ton idéal. L'hymne national. Debout, Congolais, il 2. Il vit dans les forts.
Merci.